petit à petit, on s'est rendu compte que tant qu'on était là, ils n'arrivaient pas à prendre leur envol. C'est-à-dire que tous les petits problèmes, les petits détails du quotidien nous revenaient directement, vu qu'on était toujours sur place. Et du coup, on s'est bien rendu compte que si on voulait leur laisser leur place, leur laisser ce poste de manager qu'on leur offrait, il fallait qu'on prenne un peu de recul. Bonjour, je suis Delphine Zanelli. Je vous souhaite la bienvenue dans la 3e édition du podcast L'entreprise de demain. Un podcast né de l'envie de valoriser les initiatives pour une entreprise à la fois plus humaine et responsable, en partageant les aventures de chercheurs éclairés qui bousculent les idées reçues et œuvrent au développement des entreprises et de leurs équipes. Également de leaders bienveillants et optimistes qui s'interrogent, se challengent, se trompent aussi, se dopent à la croissance et sont d'éternels créateurs d'opportunités pour leurs équipes, leur entreprise et leur environnement. L'objectif de ce podcast est à la fois de valoriser ces initiatives, mais également de faire naître, et pourquoi pas chez vous, ce moment où l'on se dit que c'est possible, que l'on a envie d'essayer de faire évoluer nos pratiques vers une entreprise plus épanouissante et certainement plus florissante. Et ce que l'on soit collaborateur, manager ou dirigeant, car nous avons tous un rôle à jouer. Je vous propose de retrouver pour ce 3e épisode un trio de dirigeants qui vous surprendra par la simplicité et le pragmatisme de leur approche. Ils nous parlent de leur chemin, des envies qui les ont guidés, de leurs doutes, du jour où tout a basculé, de ce qu'ils en ont appris et des résultats qu'ils constatent aujourd'hui dans le fonctionnement de leur entreprise et dans les retours clients. J'ai le plaisir d'accueillir Yann Puccia, Daniel Faustini et Sébastien Exertier, 3 gourmets passionnés de gastronomie et de bons produits d'Italie, qui sont à la tête de plusieurs restaurants à succès dans la région d'Annecy. Les 4 gourmets et MAP, alias Manufacture Amicale de Pasta et Pizza, pour ne pas les citer. Des restaurateurs ambassadeurs d'une entreprise plus humaniste et responsable, oui, définitivement. Être animé par la passion de son métier, mettre les hommes au cœur et responsabiliser les équipes pour apporter toujours plus de plaisir aux clients, cela marche aussi dans la restauration, secteur d'activité pourtant réputé comme ingrat. Encore une idée reçue à laquelle nous allons prendre plaisir à tordre le cou. Il y a des dirigeants visionnaires et innovants dans tous les secteurs et dans toutes les tailles d'entreprise dans notre beau pays. Oui, définitivement. Et rien ne me fait plus plaisir que de les faire connaître et de le faire savoir. Donc merci Yann, Daniel et Sébastien. Merci d'être là avec moi aujourd'hui. Donc votre histoire, c'est encore une histoire de start-up démarrée dans un garage finalement. Mais est-ce que vous pouvez nous la raconter en quelques mots ? Bien sûr, bonjour à tous. Donc je suis Sébastien. On a démarré cette aventure en fait des 4 gourmets en 2008. En fait, c'est un petit peu une aventure qui s'est imposée à nous parce qu'on se retrouvait souvent, tous les 3, on est amis de longue date, on se retrouvait souvent, on a des parcours un petit peu différents, on se retrouvait les étés à sillonner un petit peu l'Italie. C'était un pays qu'on adorait et pour lequel on avait vraiment beaucoup d'accroches. Et lors de nos périples en Italie, en fait, on prenait beaucoup de plaisir à aller visiter des petits producteurs, des vignerons. Et en fait, l'idée de démarrer l'aventure des 4 gourmets s'est imposée dans le sens où on s'est rendu compte que de tous ces produits qu'on avait l'occasion de goûter et d'apprécier en Italie, et tous ces vins, en fait, on était un petit peu frustrés à notre retour en France parce qu'on ne retrouvait pas forcément toutes les saveurs italiennes qu'on avait pu découvrir pendant nos vacances. Et du coup, très vite, on s'est dit, il faut qu'on essaie de faire quelque chose, de construire une aventure entrepreneuriale tous les 3, de lancer en fait la commercialisation de ces produits en France. Dans un premier temps, pour démarrer, on s'est dit que le plus simple, ce serait de créer un site internet qui demandait un investissement personnel, mais pas beaucoup d'investissement financier, et de pouvoir présenter nos produits d'une manière un petit peu différente, c'est-à-dire en racontant un petit peu aussi l'histoire à la fois du produit, mais du producteur et de son terroir.
Et donc l'idée a germé comme ça, et en juillet 2008, on démarrait ce site internet qui s'appelait les4gourmets.com, sur lequel on vendait à peu près 200 produits gastronomiques italiens. Pour aller un petit peu plus vite après dans l'aventure, on est resté sur internet pendant 4 ans, le temps d'avoir confiance en notre catalogue, de le promouvoir, de trouver nos clients, des gens qui pouvaient être intéressés par ce qu'on proposait. Par la suite, après, 4 ans après, on a eu envie de disposer, de faire vivre ce catalogue de produits de manière un petit peu différente. Et mes 2 associés, Yann et Daniel, étant des chefs, l'idée de pouvoir travailler ces produits et d'en faire des plats s'est imposée à nous à ce moment-là. Du coup, on est parti dans la recherche d'un restaurant à reprendre, et puis on a mis en musique le catalogue qu'on avait créé, qui était le fruit de 4 ans de travail et de pèlerinage un peu en Italie. Ce restaurant, l'Atelier des 4 Gourmets, qu'on a créé à Annecy-le-Vieux en 2012, ils voulaient être en fait un petit peu la clé de voûte de notre démarche, puisque à la fois on proposait à la vente dans une épicerie les produits qu'on vendait initialement sur Internet. En plus, on les travaillait en cuisine pour les faire découvrir à nos clients de manière plus élaborée. Et tout de suite, en fait, initialement, l'idée était de créer un atelier de cours de cuisine pour apprendre aux gens aussi à cuisiner ces produits. On a lancé cet atelier de cours de cuisine 1 an après le démarrage du restaurant. Et voilà, c'était un petit peu pour nous la façon d'explorer à 360 degrés notre catalogue italien, en cuisinant, en apprenant aux gens à cuisiner les produits et en vendant ces produits-là au sein de notre épicerie Annecy-le-Vieux. C'était un peu le départ de l'aventure. Et puis pour continuer, on aura peut-être après l'occasion de revenir un peu plus en détail, mais on a eu l'opportunité après 4 ans plus tard de partir sur un projet différent, toujours dans la restauration, mais de créer en fait une cuisine, alors qu'à l'atelier des 4 Gourmets, on fait une cuisine un petit peu élaborée, on passe du temps sur nos plats. On voulait aussi créer quelque chose de plus familial et de plus convivial et de plus simple dans l'élaboration de nos plats, comme ça se fait beaucoup en Italie, et de faire une cuisine plus de cantine, d'où l'ouverture de notre 2e restaurant MAP en 2016. Cuisine en fait simple, mais toujours en s'appuyant sur notre catalogue de produits. C'est-à-dire que les produits sont les mêmes dans nos 2 restaurants, sauf que l'élaboration est complètement différente. On va chez MAP chercher un petit peu la simplicité du produit, l'efficacité dans la préparation et dans le service, alors qu'à l'atelier, on est plus dans l'élaboration et dans la présentation un peu plus enrichie, disons, dans la manière de présenter nos plats. Vous êtes allé même un petit peu plus loin dans votre activité récemment. Oui, je vais laisser la parole à Yann. Oui, on a eu l'opportunité de démarrer une activité de conseil en restauration. On a un client hôtelier en montagne, en station de ski, qui est venu nous chercher pour, à l'origine, recréer un nouveau concept de restauration. Donc, à l'origine, sur de la cuisine italienne, puisqu'effectivement, on a beaucoup de légitimité sur ce plan-là. Et puis ce partenariat, on s'est tellement bien entendu que de ce partenariat découlait 2 autres projets de restaurants, toujours en montagne et toujours en altitude. Donc là, sur des concepts de restauration qui sont différents de ce qu'on fait habituellement à l'atelier des 4 Gourmets ou à MAP. Donc on va sortir de la cuisine italienne pour aller vers d'autres types de cuisine. Ce qui est intéressant dans ce parcours-là, c'est d'être avant tout à l'écoute de nos clients, de comprendre quelles sont leurs contraintes, quels sont leurs besoins, quels sont les besoins de leurs clients, puisque effectivement nos clients, c'est la première fois que nos clients ont des clients pour qui on travaille en fait, et donc c'est une démarche un petit peu différente. Et avant de pouvoir leur proposer quelque chose, il est essentiel pour nous
de vraiment les écouter, de vraiment comprendre les tenants et les aboutissants du marché, afin de pouvoir vraiment adapter quelque chose de cohérent par rapport à la clientèle et également par rapport aux contraintes d'exploitation qu'on peut rencontrer en station, avec des approvisionnements qui sont un peu plus compliqués, avec des équipes qui sont saisonnières, donc il va falloir renouveler assez régulièrement, et donc toutes ces contraintes qui sont à prendre en compte. Vous avez aussi, dans ce parcours, vous avez récemment aussi fait évoluer, et c'est pour ça aussi qu'on se rencontre aujourd'hui, votre façon de manager tout ça, parce qu'on voit que vous vous agrandissez, vous développez différentes cartes. Comment est-ce que vous gérez tout ça et comment est-ce que vous avez fait évoluer tout ça avec vos équipes ? Alors, afin de répondre à cette demande externe, on a dû se libérer un peu de temps, ce qui n'a pas été facile. On pensait être un peu lié à l'atelier des 4 gourmets, c'est un peu notre bébé, et du coup il nous semblait difficile de ne plus être présent à chaque service comme on le faisait depuis 6 ans. Et puis finalement on s'est rendu compte qu'en laissant un peu plus de marge de manœuvre à nos managers, on pouvait très bien gérer différemment l'entreprise avec un peu de recul, donner les clés à des chefs de service qui travaillent malgré tout avec nous depuis quelques temps maintenant. Et finalement, ça fonctionne très bien. C'est pas un problème, il suffit d'avoir une vision un peu différente de notre travail d'entrepreneur, en fait. C'est-à-dire que vous êtes chef, donc vous êtes 2 à être chef, hein. Donc ça veut dire que vous avez dû lâcher cette partie aussi, lâcher le fait de... Alors on l'a pas complètement lâché. On travaille avec nos managers. Donc on établit les menus avec nos chefs. Nos chefs nous font des propositions, on fait des dégustations ensemble afin de pouvoir critiquer et de mettre en place, de garder surtout l'idéologie, le cap qu'on a voulu fixer il y a 6 ans. Donc garder une cuisine simple mais identifiée. Et on fait ça avec eux afin qu'ils mûrissent avec nous, en fait. Quel a été le déclencheur ? Est-ce que simplement, puisque vous avez eu besoin de dégager du temps, vous avez dit du jour au lendemain, on va essayer ça, et puis vous avez dit à vos équipes en avant ? Ou est-ce qu'il y a eu d'autres choses ? Il y a eu d'autres étapes ? C'est quelque chose que vous avez mûri ? C'est quelque chose qu'on a mûri, oui. En fait, on s'est entouré de personnes qualifiées. Mais petit à petit, on s'est rendu compte que tant qu'on était là, ils n'arrivaient pas à prendre leur envol. C'est-à-dire que tous les petits problèmes, les petits détails du quotidien nous revenaient directement, vu qu'on était toujours sur place. Et du coup, on s'est bien rendu compte que si on voulait leur laisser leur place, leur laisser ce poste de manager qu'on leur offrait, il fallait qu'on prenne un peu de recul. Alors, personnellement, je ne pensais pas qu'on puisse, du jour au lendemain, leur laisser autant de place. Mais finalement, ça a été... la solution qu'on a prise, c'est-à-dire que du jour au lendemain, on s'est dit de toute façon, on n'a plus assez de temps pour faire toutes nos activités correctement. Si on veut continuer à le faire correctement, il nous faut plus de temps et du coup libérer de l'espace à nos managers. Et c'est ce qu'on a fait il y a maintenant quelques mois. Et le résultat est très probant, c'est-à-dire qu'ils ont pris leur autonomie. Ça leur a permis de se révéler, à nos yeux en tout cas. Peut-être des personnes qu'on ne pensait pas assez, peut-être pas capables de prendre en main notre restaurant. Et finalement, on se rend bien compte que maintenant qu'on n'est plus là, ils le font très très bien. Et il y a eu des obstacles, il y a eu des difficultés pour vous ou pour les équipes ? Des difficultés pour nous, oui. Parce qu'on a... Comme je vous disais, on a toujours été là, donc c'est très difficile du jour au lendemain de se dire non, demain je fais pas le service, je serai pas là demain soir, je serai pas là demain midi. On avait peur de ce qui allait se passer. Est-ce que nos clients allaient nous regretter ? Est-ce que nos clients allaient nous reprocher de ne plus être là ? Est-ce que nos équipes allaient surmonter ce passage ? Est-ce que comment nous allions-nous le vivre, de ne plus être là au quotidien ? Donc ça a été notre plus grand frein au départ. Et puis petit à petit, on s'est rendu compte que le travail était fait, le travail était bien fait. C'est quand même des équipes qui sont là depuis quelques temps, donc qui connaissent notre façon de travailler et de fonctionner. Donc le résultat est plutôt probant, on est très content. On a eu d'autres freins sur les équipes, nous, et puis... Les clients, oui, par rapport aux clients. Par rapport aux clients également.
Mais finalement, pareil, les retours sont plutôt très positifs. Les clients demandent toujours après nous, parce que pendant 5 ans, ils sont venus, ou 6 ans, ils sont venus, ils nous ont toujours retrouvés, soit Yann, soit moi. Mais je pense que nos managers font bien leur travail et les accueillent avec l'efficacité, le professionnalisme qu'on leur demande. Est-ce que vous avez vu évoluer peut-être aussi l'ambiance de travail au-delà de vos managers par rapport aux équipes? Est-ce que ça a changé quelque chose ou pas? Ça a été une des premières surprises, c'est que nos managers, le premier retour qu'ils nous ont fait, c'est de nous avoir dit que même tous les équipiers en fait se sentaient plus à l'aise du fait qu'on ne soit pas là. Donc ça les a libérés et ils trouvent qu'ils travaillent mieux depuis qu'on n'est plus là. Et pourquoi ? Sûrement un petit peu moins de pression. C'est vrai que quand on est là, il y a toujours la peur de mal faire qui les bloquait certainement un petit peu. Là, apparemment, ça les a libérés dans ce sens-là. Et du coup, est-ce que ça a permis pour vous d'avoir aussi d'autres rapports avec l'ensemble des collaborateurs, le fait d'être moins présent, peut-être, je sais pas? On a des rapports différents. C'est étonnant, oui, c'est effectivement un rapport très différent. Ouais, pardon, pour rebondir un peu sur ce que tu dis, je pense qu'effectivement on a des rapports qui sont très différents, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est moins dans le contrôle, on a une façon de manager qui est moins dans le contrôle du travail des autres, on est beaucoup plus dans la confiance. Et aujourd'hui, on est là, les échanges que l'on a avec nos managers sont vraiment des échanges qui vont dans le sens de la confiance et puis pour aller chercher quelque chose de constructif. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, moi le premier, on arrive à aller chercher beaucoup plus, à aller mettre en exergue et s'appuyer beaucoup plus sur ce qui est positif et ce qui est réussi, que sur les petites choses qui ne fonctionnent pas. Et c'est ce qu'on avait tendance à faire, c'est-à-dire qu'en étant présent tout le temps, effectivement, il y avait 95% des choses qui allaient bien, mais comme on était tout le temps présent, ça faisait partie des choses normales. Par contre, les 5 petits pourcents sur lesquels on pouvait s'améliorer, on était assez intransigeant là-dessus, et du coup, on se focalisait, et on focalisait tout le temps nos équipes sur ça, sur ces situations qui... évidemment, tout ne peut pas être parfait dans une entreprise, mais on se focalisait principalement sur les choses qui fonctionnaient mal ou qui fonctionnaient pas très bien. Et de ce fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, le fait de valoriser tout ce qui est bien fait, ça nous permet de corriger plus facilement les petites choses qui vont moins bien. Et surtout de mettre en confiance les gens qui travaillent pour nous. Et puis on s'est rendu compte aussi, on a enfin compris que, nous, on a toujours été, avant cette aventure, on a toujours été salariés. On a occupé des postes à responsabilité comme occupent nos managers aujourd'hui. À l'époque, Daniel et moi, on mettait pas moins d'énergie ou d'implication en travaillant pour les autres qu'en travaillant pour nous. Donc, on part du principe que les gens qui sont managers chez nous, qui ont notre confiance, on voit pas pourquoi ils auraient moins d'implication que nous dans ce que l'on fait depuis le début. Mais c'est vrai qu'il nous a fallu un petit peu de temps pour nous convaincre de ça. Il y a quelque chose qui vous a convaincu? Il y a quelque chose c'est venu avec la maturité, avec... Il a fallu déjà beaucoup en discuter. Il a fallu beaucoup réfléchir à ça. On a un des éléments déclencheurs, ça a été, on a participé à un booster camp organisé par le réseau Entreprendre, dont nous sommes membres, lauréats en 2012, et puis depuis quelques années, on est membre du réseau Entreprendre. Et ce booster camp nous a incité à réfléchir sur l'orientation qu'on voulait donner à notre entreprise. Et donc la réflexion sur l'orientation qu'on devait donner à notre entreprise nous a forcément amené vers la réflexion sur la façon qu'on devait avoir de travailler. Et effectivement, comme le disaient Daniel et Sébastien tout à l'heure, il a fallu, si on voulait changer d'ambition et changer de façon de travailler, il fallait qu'on change complètement la façon de fonctionner. Et aujourd'hui, on est une entreprise qui a 25 salariés. On aimerait bien qu'elle grandisse, cette entreprise, mais on ne peut pas continuer à la diriger comme quand on avait 10 salariés. Et si aujourd'hui on veut faire grandir cette entreprise, il faut qu'on change de manière de fonctionner et qu'on s'appuie sur d'autres personnes. En plus, on a la chance d'avoir dans nos équipes des gens de grande qualité, de grande confiance. Donc, mettons-les en avant et profitons-en. Est-ce qu'on pourrait dire à n'importe quel dirigeant qui a envie de dégager du temps pour développer autre chose, de laisser ses collaborateurs et ça va marcher tout seul?
C'est presque ce qu'on croit en vous entendant. Hein. On a quand même mis en place. Non, mais je t'en prie, vas-y. On a quand même mis en place des points de contrôle. On peut pas non plus tout lâcher du jour au lendemain. Donc on a des réunions quotidiennes avec nos équipes, des rapports journaliers du service du midi et du soir. On a des retours quotidiens. On a mis en place d'autres moyens de manager nos équipes. C'est vrai qu'on a presque l'impression que ce que vous avez un peu mis en place, certains le mettent parce que c'est une problématique de génération, et qu'avec les nouvelles générations, il faut avoir ce type de management, ou parce que vous, ça vous est venu assez naturellement finalement. Non. Non, alors non, ça nous est pas venu du tout naturellement puisque ça fait 20 ans qu'on fonctionnait un peu à l'ancienne avec un protocole très hiérarchisé où il y a le patron qui décide et puis les autres qui appliquent. Et en fait, c'est pas une histoire de se dire la génération qui arrive est différente et il va falloir les manager différemment. C'est pas ça l'idée. En fait, l'idée, ça a été juste de se dire, ben voilà, moi, si j'étais à leur place ou quand j'étais à leur place, comment j'aurais aimé être managé. Et en fait, on se rend compte que on est tous pareils. C'est-à-dire qu'on a besoin, plus on nous donne de confiance et puis plus on va en prendre, plus on nous donne d'autonomie et plus on va en avoir. Et aujourd'hui, c'est vraiment dans notre intérêt, dans l'intérêt de l'entreprise, que les gens qui travaillent avec nous soient en confiance et en autonomie. Alors même si effectivement ce discours peut paraître un peu humaniste, on est là avant tout pour le bien et pour la performance de l'entreprise. Et plus on aura des gens qui sont contents, épanouis, autonomes et compétents dans notre entreprise, et plus et en plus moins on aura de turnover dans nos équipes, et plus le niveau de prestation et plus la productivité sera importante. D'ailleurs, si vous anticipez ma question suivante, vous avez une baisse de chiffre d'affaires? Pas du tout. C'est passé. C'est un peu tôt pour le dire. C'est un peu tôt pour le dire, mais apparemment, pour le moment, on ne voit pas de diminution du chiffre d'affaires. On a des retours, des critiques très positives des clients que l'on rencontre en dehors qui nous disaient on est venu manger, vous n'étiez pas là, mais c'était tout aussi bien. Donc pour le moment, non, rien de négatif. Donc a priori, ça peut faire que booster Oui. Le développement de votre activité au sens large, d'ailleurs. Oui. Mais d'ailleurs, on a fait ce chemin aussi parce que pour répondre à nos envies aussi à nous, en fait. Ça, c'était très important parce que on s'est rendu compte que si, en fait, ce mode de fonctionnement avait ses limites et que nous, ce qui nous intéressait, on commençait à bien identifier les parties de notre travail qui nous faisaient un peu rêver. Et du coup, pour se dégager du temps et faire croître l'entreprise dans une direction qui nous convient et qui nous plaît, il fallait aussi faire autrement. Après, je pense, pour revenir un petit peu sur ce que Yann et Daniel disaient, je pense qu'il n'y a jamais un bon jour pour claquer la porte et dire « Ok, maintenant vous vous débrouillez ». Il n'y a pas un bon jour. Je veux dire, toutes les préparations du monde n'empêcheront pas le stress qu'on a eu et un peu les angoisses de dire « Bon, bah, qu'est-ce qui va se passer si... » un frigo tombe en panne, si un client fait un scandale, voilà, ça, ce genre de choses. Finalement, il faut le faire pour se rendre compte aussi que c'est possible. Et je pense que c'est aussi avant tout un déblocage psychologique qu'il faut avoir vraiment et se dire, on est suffisamment fort du travail accompli et de la richesse de nos ressources en interne pour franchir ce cap, en fait. Et même pour rebondir là-dessus, il faut aussi accepter, ça c'était hyper difficile pour nous, que nos équipes fassent des erreurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est des équipes qui soient compétentes, donc qui soient expérimentées, donc qui aient vécu de l'expérience. Et pour l'expérience, c'est l'accumulation d'erreurs. Donc il faut qu'eux fassent aussi les erreurs que nous, on a déjà commises. Mais si on les laisse pas de temps en temps, il faut cadrer la chose pour pas que les erreurs soient vraiment fatales. Mais en tout cas, il faut accepter que de temps en temps il y ait des petites erreurs, des petites imperfections pour justement que eux s'améliorent. Et on se rend compte en fait en accent sur le positif que les erreurs de nos équipes sont toujours très enrichissantes. Mais c'est vrai que c'était assez infantilisant pour eux, finalement. Parce que du coup, on était là toujours à répondre à des demandes. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit que
95% des problèmes et des petits problèmes quotidiens qu'il peut y avoir dans un restaurant qui sont légion, en fait, c'est géré tout le temps, c'est géré. Et le fait qu'on soit pas là, ça a aussi enlevé le côté un petit peu brutal de temps en temps qu'on pouvait avoir avec nos équipes, c'est-à-dire de répondre entre deux portes en disant mais voilà, qu'est-ce que tu m'embêtes avec cette question, tu sais bien que truc, enfin voilà, ce genre de dialogue pas forcément ni enrichissant pour nous ni enrichissant pour nos équipes, et de dire bon ben on te donne tous les outils qui vont te permettre de gérer ce type de problème, et si tu n'y parviens pas, eh bien on prendra le temps autour d'une table pour en discuter et pour remettre en place de nouveaux outils qui permettront de la prochaine fois de passer sur ce genre d'obstacle en fait. Et du coup nos relations sont beaucoup plus apaisées aussi aujourd'hui avec nos équipes. On est dans un échange très constructif et de gré à gré. C'est vrai que le côté patron-employé du coup n'est plus aussi efficient qu'avant en tout cas. Est-ce que vous voyez, c'est peut-être un peu tôt, mais est-ce que vous voyez baisser le nombre d'erreurs ? Oui. Aujourd'hui, en fait, on a le sentiment que comme on a des gens qui sont de plus en plus expérimentés, de plus en plus autonomes, eh bien, le nombre d'erreurs est moins important. Ce qui se passait avant, c'est que sur un service, des fois, on travaillait avec 5 ou 6 personnes en salle. Et Daniel et moi, on était toujours là à veiller la moindre erreur. Donc on était avec les radars en route, et à chaque fois qu'on voyait qu'il allait se produire une erreur, eh ben, on rattrapait le truc avant. Alors quand on fait 40 couverts, c'est possible. Quand on en fait 60, c'est possible. Quand on a la terrasse et qu'on a 120 personnes dans le restaurant, mais c'est plus possible. Et du coup, on passe à travers de certaines choses. Aujourd'hui, comme chacun est autonome, mais en fait, c'est les petites erreurs que l'on qui nous prenaient beaucoup d'énergie à éviter, et ben en fait aujourd'hui on passe à côté parce que les gens sont formés, expérimentés chez nous. Et du coup, si vous rencontriez des dirigeants qui ont envie un peu d'avoir ce genre de démarche, dans la restauration ou ailleurs d'ailleurs, qu'est-ce que vous leur donneriez comme conseil ? La première chose, c'est déjà avant de pouvoir se lancer là-dedans, c'est déjà de recruter les bonnes personnes. Ça, c'est la chose essentielle. C'est-à-dire que on peut pas se lancer dans cette démarche sans avoir recruté des collaborateurs qui ont, d'une part, les compétences d'évoluer et de progresser, et d'autre part, vraiment les compétences nécessaires d'analyse et de compréhension de ce qu'on veut faire, et puis des gens qui soient capables de travailler en autonomie. Donc ça, c'est la première chose, c'est le recrutement. Après, on s'est rendu compte, nous, qu'avec simplement le recrutement, au début, on pensait que simplement recruter les bonnes personnes, ça suffirait, mais en fait, non, ça suffit pas. Il y a besoin déjà de la seconde étape, c'est de leur donner de la confiance. Donc de se mettre autour d'une table et de dire voilà le cadre, voilà le champ d'action sur lequel on te donne de l'autonomie. Et à partir de là, tout ce qui est dans ce cadre, eh bien, c'est ton autonomie, c'est ta liberté, et je n'interviens pas là-dessus. Et puis la troisième étape, c'est vraiment de mettre des procédures des procédures d'échange, des procédures de contrôle, pour être sûr que effectivement l'identité de l'entreprise et la culture d'entreprise soient bien respectées. Comment vous la définiriez, votre culture d'entreprise ? Elle est super. Non, j'ai fait un peu d'humour, mais notre culture d'entreprise aujourd'hui, on est sur une culture d'entreprise où tout est basé en fait autour de l'humain. C'est-à-dire qu'à la base, la première pierre de cette entreprise, c'est une aventure humaine entre nous déjà, qui nous lie déjà tous les trois, qui, dans un second temps, nous lie avec nos fournisseurs italiens avec qui on travaille depuis bientôt 10 ans. Et puis, ce qui s'est rajouté, c'est toutes ces équipes qui sont de plus en plus importantes. Et voilà. Et du coup, et bien sûr, il faut rajouter à ça nos clients avec qui pour qui on travaille et qui sont vraiment la clé de tout. Dernière petite question, comment est-ce qu'on recrute les bonnes personnes ?
Comment est-ce qu'on recrute les bonnes personnes? Eh bien, je ne sais pas. Je sais pas si on recrute vraiment les bonnes personnes. On recrute quelqu'un et ensuite, il faut du temps malgré tout. Il faut du temps. Il faut qu'on apprenne à travailler ensemble. Je pense il y a un petit facteur chance de rencontrer les bons gens au bon moment. C'est ce qu'on a eu. Et puis, surtout, je crois que vraiment la clé, c'est de leur laisser l'autonomie, de leur laisser le temps de se développer, de mûrir avec l'entreprise et avec notre façon de travailler. Je crois que ça a été le cas chez nous. Il y a des personnes qui se sont vraiment, à mes yeux en tout cas, qui se sont vraiment révélées depuis qu'on n'est plus tous les jours au-dessus d'eux. Et puis je crois qu'on a besoin aussi d'avoir des personnes qui soient aussi à l'écoute, c'est-à-dire qui soient capables de comprendre, comme on est en train de le faire, qu'ils n'ont pas forcément la science infuse, qui vont devoir écouter aussi leurs équipes, devoir écouter leurs clients. On a besoin de personnes surtout qui soient capables de se remettre en question et de remettre en question des fonctionnements qu'ils ont toujours connus. Aujourd'hui, nous, c'est un peu notre leitmotiv et c'est un peu là qu'intervient notre disruption, puisque on a remis complètement en cause la façon de travailler. Tout ce qu'on nous avait appris depuis 20 ans, on l'a complètement remis en cause. Et puis, bien recruter aussi, pour nous, c'est aussi s'attacher les services d'hommes et de femmes qui sont passionnés de leur métier, parce que en fait c'est la base, c'est-à-dire que si on a quelqu'un qui aime la gastronomie, qui aime les bons vins, avec qui un dialogue autour de ça est possible, déjà c'est vraiment en tout cas pour nous dans notre entreprise, c'est vraiment le socle, c'est-à-dire que il faut qu'on parte toujours de ça pour démarrer une relation de confiance. Si on vient chez nous pour servir, pour porter des assiettes, c'est limitant, quoi. C'est limitant. Après, nous, on a plein de profils depuis l'ouverture du restaurant. On a plein de profils très différents de gens qui ont adhéré à l'entreprise. On a fait beaucoup monter des gens en interne et je dirais que vraiment l'atout numéro 1, c'est la passion et aimer son produit. Et puis, évidemment, dans la restauration aussi, c'est être aimable, courtois, souriant et puis bien accueillir ses clients. Et c'est vrai qu'on ressent très fort dans tout ce que vous dites la clarté pour vous de votre mission vis-à-vis de pourquoi est-ce que vous faites ce métier, de vos valeurs en fait qui ressortent dans tout ce que vous dites et de votre culture. Et c'est vrai que cette vision extrêmement claire que vous partagez tous les trois, c'est effectivement assez porteur. Donc bravo pour ce chemin. Et je vous souhaite encore de le continuer avec plein de nouvelles aventures. Merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Et puis à bientôt. Merci à vous. Merci beaucoup. Une approche très pragmatique en somme. Une évolution guidée par leurs réflexions, leurs échanges, entre eux avec leur réseau, leur intuition et leur bon sens. Et au final, ça paraît presque simple. Amateurs de cuisine italienne, rendez-vous donc au 4 Gourmets Annecy pour en savoir plus sur leur expérience et passer un délicieux moment. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous au podcast L'entreprise de demain sur iTunes ou sur Android. Commentez et suivez son activité en rejoignant le groupe Podcast L'entreprise de demain sur LinkedIn. Et puis si vous pensez que ça peut intéresser vos collègues, confrères ou partenaires, partagez-le ou même laissez un avis 5 étoiles sur iTunes. Ça permettra à d'autres de le découvrir et personnellement, j'en serais ravie. Vous avez vous aussi certainement connaissance de chercheurs éclairés ou de leaders bienveillants et optimistes dont les recherches et expériences seraient inspirantes. Alors faites-le moi savoir en m'adressant un email à l'adresse que vous trouverez dans les notes du podcast. Je serai ravie de les contacter de votre part. Merci pour votre écoute et rendez-vous dans un prochain épisode avec un dirigeant ambitieux du monde de l'industrie qui a rapidement compris que si la proactivité était clé dans le business model qu'il souhaitait mettre en place, créer un véritable dialogue avec ses collaborateurs était la condition sine qua non de sa réussite. À très bientôt!